Une fois de plus, bonjour et merci de suivre le talk sur Vox TV. Cela fait une année que les espaces culturels et salles de spectacle sont fermés en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Une seule question ce matin. Quel est donc l'impact de ces restrictions sur la culture? Nous en parlons ce matin avec les culturels. Hugo Ndaye, opérateur culturel. Bonjour et bienvenue sur le plateau du talk. Merci, bonjour madame. Voilà. Face à vous, Emeraude Kouka, écrivain et critique littéraire. Bonjour et bienvenue. Merci. Mais avant cela, on va d'abord parler de 70 ans de l'école de peinture de Poto Poto, créée depuis 1951. Depuis 1951, elle forme les peintres congolais, considérés comme le temple de l'art pictural congolais. L'école de peinture de Poto Poto a célébré ses 70 ans. Plus de précision dans ce reportage. Marcel Goten, François Tango, François Iloki ou encore Philippe Ouassa, pour ne citer que. Tous ces grands noms de la peinture congolaise sont passés par ici, au cœur de Mungali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville. L'école de Poto Poto est une référence. Antoine Sita a connu l'époque des pionniers. Engagé dans des études de droit à la fin des années 70, il a tout lâché pour se consacrer à la peinture. Si j'avais poursuivi seulement les études à l'université, je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Et je ne serais même pas célèbre, je ne prendrais même pas l'avion. Alors qu'ici, là, j'ai les opportunités d'aller partout exposer. 70 ans après sa création par le français Pierre Lodz, l'école de Poto Poto reste fidèle à ses origines, notamment grâce au style Mickey, typique des artistes formés ici, et recopié partout sur le continent, il inspire la relève. La peinture, en fait, pour moi, j'ai trouvé un moyen d'exprimer mes sentiments en dessinant, en faisant des tableaux et puis montrer la culture congolaise, en fait. C'est ça mon ambition. Une relève nécessaire pour perpétuer la tradition et la réputation de l'école. C'est un grand plaisir. Le Congo a toujours sa visibilité en matière de peinture. Depuis sa fondation, chaque fois qu'un élève issu de ses rangs vend un tableau, 30% du prix sont automatiquement reversés à la caisse de l'école. Alors voilà, Hugo Ndaye, nous avons suivi ce reportage, l'école de peinture de Poto Poto, le temple de l'art congolais, notamment pour sa formation pour les peintres, a totalisé ses 70 ans. C'est une grande référence pour la peinture congolaise, cette école. Oui, effectivement, je profite de l'occasion pour rendre hommage à tous ceux qui ont apporté le meilleur d'eux-mêmes pour la notoriété et le rayonnement de cette école. Et je crois que nous étions même pas encore nés quand cette école a commencé déjà à produire ses premiers peintres. Et l'une des distinctions honorifiques revient à Goten, n'est-ce pas, qui est le géniteur même de Mickey. Et donc, c'est un honneur pour le Congo d'abriter cette école, n'est-ce pas, et qui, à mon avis, a toute sa place dans l'écosystème culturel de notre pays. 70 ans après, c'est l'âge de la maturité. Je crois que peut-être qu'il est temps de poser un véritable diagnostic de cette école pour évaluer les forces et les faiblesses. Et puis se projeter, n'est-ce pas, pour le futur. On ne célèbre pas l'anniversaire pour célébrer, on célèbre l'anniversaire pour se repositionner. Et je crois que, en termes de suggestions, si j'en ai à faire, c'est souhaiter que cette école, au-delà de sa notoriété, puisse mettre en place un véritable modèle économique, parce que j'ai entendu là que c'est 30% des revenus de chaque tableau qui sont reversés à l'école. Mais imaginez, nous sommes dans une période morte où les tableaux ne s'achètent. Personne ne peut garantir le succès d'un tableau. Donc, non seulement pendant cette période, vous faites allusion évidemment à la crise sanitaire, oui, mais le problème aussi pour les artistes congolais de vivre de leurs œuvres. Oui, je voulais dire avant, c'est bien avant, quoi, parce que personne ne peut garantir le succès d'un tableau, n'est-ce pas, d'une œuvre quelconque. Ça veut dire que si l'école ne doit se financer que par la vente
des tableaux en réversion de 30%, c'est un modèle, à mon avis, qu'il faut revisiter. Donc, moi, je pense que il faut qu'elle s'inscrive dans la véritable vocation d'une école. Quand on parle d'une école, c'est quoi? Ça veut dire que avoir des programmes, n'est-ce pas, des programmes de formation, mais avoir également peut-être pour s'inscrire dans les curricula. Mais il reste à savoir aussi si cette école est subventionnée, si cette école est financée. C'est tout le problème. Madame, j'ai l'avantage de travailler au ministère de la Culture. Donc, il y a un directeur là-bas. Si on a nommé un directeur, ça veut dire qu'il y a déjà un accompagnement des pouvoirs publics. Maintenant, il faut aller au-delà, n'est-ce pas, au-delà de la présence d'un directeur. Moi, je suggère réellement que l'État puisse revisiter de fond en comble le modèle économique de cette école, lui donner renforcer ta véritable vocation d'une école. Et quand on parle d'école, ça veut dire qu'il doit avoir des programmes. Ça veut dire qu'il faut aussi l'évaluation de ces programmes. Il faut la reconnaissance également de cet enseignement dispensé. Voilà, donc, c'est vraiment, il faudra mettre à profit les 70 ans pour mener une grande réflexion de cette école. Merci Ugandais. Pour ne pas monopoliser la parole, on va rapidement passer la parole à Emeraude Kouka. Vous êtes écrivain et critique littéraire. On a suivi ensemble ce reportage sur les 70 ans de l'école de peinture de Poto Poto. C'est une fierté pour la peinture de notre pays. Oui, c'est une fierté d'autant plus grande que on constate déjà tous la longévité de l'école, mais aussi la manière dont les artistes ont réussi à se déployer un peu partout. On a connu les Marcel Goten ainsi que toutes les vieilles gloires du passé. Moi, j'ai été surpris. Il y a pas longtemps, j'ai eu un séjour en France et je suis allé dans une ville que je ne connaissais pas, qu'on appelle Apt. C'est dans le Vaucluse. Et à Apt, il y a un lieu artistique qu'on appelle la Fondation Blachère, donc qui soutient les artistes, qui offre des résidences. Et à Blachère, j'ai vu une grande exposition dans leur galerie avec de grands noms de la peinture comme les Ousmane Sow. J'ai vu des œuvres de peintres américains, chinois, etc. Et j'ai été surpris de voir, à côté de tous ces grands noms de la peinture mondiale, des peintres congolais. Il y en avait 2 ou 3 et il me semble qu'il y a 2 qui venaient de l'école de peinture de Poto Poto avec le style Mickey. D'ailleurs, la jeune dame qui guidait notre exposition, qui ne connaissait pas très bien comment ça s'appelait, parlait du style Mike. Et donc, c'est nous les Congolais qui regardions l'exposition, qui lui avons dit qu'en fait c'est Mickey et que ça a une signification dans nos langues et on lui a donné une explication. Donc oui, c'est une fierté quand on va dans des endroits reculés comme ça, où on ne s'attend pas à voir des œuvres congolaise, de voir que l'école de peinture de Poto Poto, avec ses pépites, traverse les océans et réussit à faire rayonner la culture de notre pays. Mais Uganda tout à l'heure évoqué aussi ce problème, le problème qui affecte tous les artistes congolais, tendances confondues, celui de vivre de leurs œuvres. Oui, alors ça, c'est un problème qui est général, je pense. Ça ne concerne pas que l'école de peinture de Poto Poto. En fait, c'est un problème de politique culturelle qui touche à tout ce qui est lié à l'art plastique. C'est-à-dire que dans le fonctionnement du marché de l'art, il y a toute une chaîne. On a des galeries qui reçoivent les travaux des artistes, qui les exposent. Bien sûr, tout cela est suivi par les commissaires d'exposition qui organisent un peu toute l'exposition. On a un public qui doit acheter, donc qui doit avoir un pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat va poser des problèmes. Le public congolais d'ailleurs qui consomme plus la musique que la peinture. Oui, mais après il faut avoir des moyens pour acheter des tableaux. Donc si les Congolais déjà n'ont pas toujours de quoi vivre, il n'est pas évident que ces mêmes Congolais achètent des tableaux. D'ailleurs, moi je vais souvent au vernissage des expositions. Et je fais aussi de la critique d'art, donc je suis proche des artistes peintres. La remarque, c'est que les plus grands clients des artistes congolais ne sont pas congolais, ce sont des expatriés français occidentaux, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat. En tant qu'expat, ils ont un salaire qui leur permet de vivre assez décemment au Congo, et donc parfois de s'acheter ces œuvres-là. Mais ce n'est pas toujours évident quand on vit au Congo. Et c'est pourquoi j'ai dit que le problème, ce n'est pas que l'école de peinture, ça a plusieurs ramifications. Ça touche à la fois à l'économie, au train de vie des gens et à beaucoup de choses. Et donc, pour que l'artiste vive de son art, il faut déjà que des gens achètent. Il faut toute une organisation, il faut toute une chaîne autour du marché de l'art, des critiques d'art qui doivent travailler, des revues, des collectionneurs qui vont thésauriser après ces œuvres-là. Mais tout ça, c'est des questions liées à l'organisation. Voilà. Et ce n'est pas que
ça n'engage pas que la responsabilité du ministère de la Culture, parce qu'on a tendance à tout mettre. Il y a aussi une question Mais parce qui que est c'est liée au ministère de la mécénat. Culture aussi d'organiser la politique culturelle nationale. Bon, je sais me pas. tourne vers vous. Alors- Oui, et vous savez, sous d'autres cieux, je ne citerai certainement pas, il y a des pays qui n'ont pas de ministère de la Culture. Les États-Unis, par Vous exemple. comprenez? Donc, et même aux Émirats, pour certains pays du Golfe, ils n'ont pas de ministère de la Culture. La culture vit. Donc, le problème, c'est le rapport que nous avons à la culture. Il vient d'évoquer un aspect important, c'est le marché. Pour ne s'arrêter que sur l'art plastique. Il se pose un problème de marché. Il a évoqué le pouvoir d'achat. On ne peut pas produire uniquement pour l'exportation. Ouais, et l'exportation subit les soubresauts de la fluctuation de la monnaie, ainsi de suite. Et puis, certains obstacles aussi liés à des barrières d'entrée sur les différents marchés internationaux. Donc, on peut changer de paradigme, notamment en créant un marché local. Le marché local, c'est d'abord travailler la conscience des gens pour qu'ils aient une appréciation positive d'une œuvre quelconque. Mais ça peut aussi passer par les commandes publiques. Je crois qu'au Congo, on a des ministères, l'État peut, n'est-ce pas, passer une commande publique à l'école de peinture de Poto-Poto pour dire qu'on veut décorer les édifices que l'on a construits, ça et là. Est-ce que l'école de peinture de Poto-Poto, on injecte un peu d'argent et puis les artistes produisent pour l'État. Ça peut être aussi pour le rayonnement de la diplomatie culturelle, comme vous allez dans nos ambassades. Qu'est-ce que l'on trouve? Ça veut dire que, à travers une commande publique aussi, on peut constituer comme ça un fonds, n'est-ce pas, et qui fera un fonds de toile quand même, qui pourra être exposé dans nos différentes ambassades pour combler les lacunes au niveau de la diplomatie culturelle. Mais vous évoquez l'État, on revient Donc, encore à l'accompagnement, au soutien à la culture. Oui, tout ceci, ça fait partie d'une vision d'un pays. Et puis ça se tient. Hein. C'est Voilà. pas, les zones ne sont pas indépendants des Non, autres. non, Ça se tient. Ça fait partie de la vision du pays. Ça veut dire que où est-ce que nous voulons, ça doit pas être, bon, ça peut être sectoriel, hein, ça peut être des politiques sectorielles dans le domaine de la plastique, dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut qu'il y ait l'espèce de bateau amiral, n'est-ce pas, où on a une vue un peu globale et stratégique sur l'ensemble des différents secteurs et que l'on mettrait en place des mécanismes, n'est-ce pas, qui accompagneraient le secteur. Et ça tarde encore à venir. C'est vraiment des faiblesses qu'il faille corriger. Voilà. Alors, merci en tout cas à vous deux pour cette réaction sur les 70 ans d'existence de l'école de peinture de Poto-Poto. La fête internationale de la musique célébrée alors que les espaces culturels et salles de spectacle sont fermés au Congo depuis une année. Les artistes ne cessent de plaider leur réouverture, qui qualifie d'ailleurs du confinement de la culture. On suit ce reportage, on revient juste après. C'est sous cette ère musicale de l'artiste Parfait Young que les musiciens congolais ont célébré ce 21 juin la fête internationale de la musique. Le président de l'Union des musiciens congolais a saisi l'occasion pour présenter quelques activités menées en cette période de crise sanitaire due à la pandémie à coronavirus. Requête adressée au ministère et au ministre de la Communication et des médias pour l'apurement de la dette que les médias publics, notamment Radio Congo, Télé Congo, dette vis-à-vis du BCDA au titre des droits d'auteur. Plaidoyer auprès du BCDA pour la suspension du salaire de Maxime Foutou, ancien directeur général du BCDA, qui continue jusqu'à nos jours à toucher 500 000 francs CFA de salaire chaque mois. Et cela n'arrange pas les artistes musiciens. Au moment où il est en cessation d'activité, depuis 2 ans, et on continue de le payer. Les musiciens ont donc fait un état de difficultés auxquelles ils sont confrontés, aggravés par la crise sanitaire de la Covid-19. Gypsy qui plaide pour le déconfinement, pour la relance des activités dans le secteur culturel. Même je ne dirais pas même l'Église, mais pratiquement tous les secteurs, même là où c'est plus dangereux en sport, ça a été libéralisé.
nous avons fait la demande pour qu'on nous autorise des concerts même à 50 personnes. Là aussi, Jules Chiga a raison, nous avons eu du mal à obtenir ça et on continue à espérer. En sa qualité de promoteur culturel, Gervais Hugues Andaille a invité les musiciens congolais à être plus une force de proposition que de revendication. Voilà, Emeraude Kouka, depuis fin mars 2020, que les espaces culturels et salles de spectacle sont fermés en raison de cette crise sanitaire que traverse notre pays. Et cette situation impacte, y compris la culture congolaise, y compris les artistes qui ne vivent que de leurs œuvres, finalement. Oui, parce que déjà, c'est le problème de l'impact du Covid sur la vie culturelle ne peut pas être évoqué ex nihilo. Il y a un précédent. Le précédent, c'était comment était vécue la vie culturelle avant qu'il n'y ait cette crise. C'est-à-dire que la vie culturelle, c'était d'abord des artistes qui travaillaient, qui essayaient de vivre de leur art, qui se débrouillaient. C'est pas que les artistes, c'est aussi les métiers qu'il y a autour. Donc les administrateurs culturels, les promoteurs culturels, les chargés de communication, infographes, etc. La vie culturelle, c'était un public qui se mobilisait pour aller assister à des pièces de théâtre, du cinéma, etc. La vie culturelle, c'était donc toute une chaîne. C'était aussi des événements qui avaient lieu assez souvent de façon ponctuelle et qui faisaient vivre l'art au Congo. Ce qui se passe, c'est que par rapport au contexte, évidemment, il était question que l'on se replie parce que c'est une nouvelle pandémie à laquelle on fait face, à laquelle le monde entier a fait face. On ne savait pas exactement à quoi s'en tenir. Mais moi, ce qui à un moment m'insupporte un tout petit peu, c'est que au stade où nous en sommes, avec l'évolution qu'on a connue, on connaît un peu comment a évolué la pandémie. Aujourd'hui, on parle de campagne de vaccination. Je crois qu'on est arrivé à un niveau quand même où on devrait revoir les restrictions sanitaires. Moi, je suis favorable à des restrictions sanitaires beaucoup plus justes. J'entends par là que aujourd'hui, j'observe qu'il y a des activités culturelles qui se tiennent de façon, je vais dire, clandestine, parce qu'elles ne sont pas officiellement déclarées comme ça. Il n'y a pas une déclaration officielle du gouvernement. Mais finalement, la culture, c'est l'enfant pauvre de la République, parce que d'autres secteurs ont été déconfinés, le sport notamment, mais les artistes attendent toujours. Uganda. Oui, madame, vous posez un problème très important en ce qui concerne la culture de notre pays. Et je crois savoir que la crise, c'est une opportunité. Généralement, les économistes le disent. Et que lorsque la nature est propre à la satisfaction des besoins humains, l'ingéniosité de l'homme doit être stimulée. N'est-ce pas? Apprécier la culture du Congo seulement au travers de la période Covid, ce serait mal poser le problème. Je crois qu'il faut commencer avant Covid. Qu'est-ce qui existait avant Covid? Avions-nous des statistiques? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Si je me permets de me situer sur ce postulat, c'est pour dire que la culture dans notre pays souffre, n'est-ce pas? De manque de beaucoup de choses, notamment de manque. Bien avant même bien avant la Covid, de manque d'accompagnement, de manque d'infrastructures. Mais cette crise vient encore porter un coup fatal. C'est ce que je dis. C'est pour dire que j'ai toujours pris une crise comme un moment de réflexion pour repositionner le Congo, pour repositionner la culture. Mais contrairement à ce que les gens pensent, la culture a accompagné la résilience dans le monde, en fait. Toute la période de Covid, on n'a consommé que des biens culturels. Vous vous imaginez s'il n'y avait pas de télévision, n'est-ce pas? Imaginez qu'il n'y ait même plus de téléphone, il n'y a pas d'internet. Tout ceci, c'est des canaux de distribution des biens culturels, des produits culturels. Je ne parle pas des biens, parce que quand je parle des biens, c'est la valeur identitaire, non. Je parle des produits culturels, ça veut dire que la valeur marchande. Oui, donc, nous sommes appelés à réformer notre modèle de production, notre modèle de consommation. Personne ne peut nous garantir que la Covid va s'arrêter demain. Et personne n'avait prévu que la Covid devait arriver. Ça veut dire que nous devons, à partir de maintenant là, mener une réflexion profonde
sur le devenir. Mais lesquels, vous parlez de nous, lesquels qui doivent mener Mais je parle, que c'est toute la chaîne. c'est toutes les parties prenantes dans le domaine de la culture. Pour vous, cette crise, c'est finalement une opportunité. Mais pour effectivement, la culture madame, congolaise. effectivement, ça veut dire que à quelque chose, on peut même dire que malheur est bon. Autant je compatis avec les créateurs, moi-même y compris, hein, je compatis avec les créateurs parce que les lieux de spectacle ont été fermés, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais autant il y a les opportunités, notamment en termes de nouvelles technologies, et qui ont constitué un bond en matière de vente des biens culturels. Pour ceux qui suivent bien, vous savez, les statistiques montrent que c'est pendant cette période qu'en termes de droits d'auteur, il y a eu un pic en Europe et même aux États-Unis. Ça veut dire qu'on n'a jamais gagné en termes de droits d'auteur que pendant cette période. Ceux qui s'étaient préparés... La culture américaine et la culture congolaise, c'est quand même mieux organisé que la nôtre, hein, où les artistes ont du mal. En fait, je crois que bon, je sais pas. C'est les hommes, madame. Ouais. C'est les hommes. J'ai parlé, je suis allé peut-être trop loin. Pour faire une comparaison, c'est tellement incomparable. Mais à côté, on peut parler même du Rwanda, là, on peut parler de l'Afrique du Sud. Non, le problème est entier. Que voulons-nous faire de la culture de notre pays? Quand on a posé ce problème, on a vu toute la chaîne de valeur, toutes les différentes chaînes de valeur des différents secteurs. En ce moment-là, on aura mis en place une vision cohérente qui garantisse l'avenir. Parce que si on doit parler de la culture et si on doit parler des nouvelles technologies, ça se développe pas au niveau du ministère de la Culture. Ça se développe ailleurs. Si on doit parler de la vente, désormais c'est le streaming. Mais combien de Congolais ont accès à l'économie numérique? Et qui a un compte bancaire pour acheter un produit? Ainsi de suite, ainsi de suite. Pendant que nous pleurons, ben, il y a, ailleurs, on a muté vers le numérique, le tout numérique d'ailleurs. Même les spectacles sont en ligne, vous les achetez. Donc, c'est tout un environnement qui est remis en cause. Et je crois que, je parle ici, comme pour attirer notre sonnette, tirer notre sonnette d'alarme, pour dire que, écoutez, il est plus que temps pour faire désormais un bon qualitatif vers autre chose. 60 ans d'animation culturelle, 60 ans d'animation culturelle et artistique, c'en est trop. Il faut construire. Et quand je parle bien de construire, ça veut dire construire la vision, construire également les infrastructures. Sans marché, on ne peut pas vivre. Mais également, créer un environnement d'affaires dans le domaine de la culture pour attirer les vrais entrepreneurs. Il faut une politique culturelle nationale. Pas forcément culturelle. Quand on parle de la politique culturelle, aujourd'hui, on parle de la diversification de l'économie. N'est-ce pas? Tous les indicateurs... Mais ces artistes-là doivent être accompagnés, appuyés, soutenus. Madame, on parle de la même chose. On parle de la même chose. N'oublions pas que être artiste, c'est d'abord avant tout un métier libéral. Attention. Mais l'État a son rôle à jouer, notamment de créer l'environnement, de formulation des politiques. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça que j'appelle la vision. Si vous n'en avez pas, pour parler des acteurs après, ça veut dire qu'on n'ira nulle part. Mais si on ne sait pas où on va, on n'arrivera jamais. Est-ce que cet environnement est propice pour l'éclosion de la culture congolaise? Mais il faut le construire, madame. Comme il est en train de le dire, il faut le construire. Au début de l'émission, on a bien précisé qu'il y avait plusieurs ramifications. Pour le cas des peintres, on parlait de pouvoir d'achat. Il a évoqué la question qui est liée à Internet, parce que justement, la culture a surtout été consommée en ligne. Mais moi, je ne dédouane pas l'État, parce que évidemment, s'il y a un ministère de la Culture, c'est parce que l'État a un rôle à jouer. S'il y a un gouvernement, c'est parce qu'il doit y avoir une politique d'accompagnement. Évidemment, l'État ne fera pas toute la part. L'État a sa partition à jouer, et les artistes, les mécènes aussi ont la leur. Mais aujourd'hui, les Congolais ont bien conscience que Internet est un problème, parce qu'on ne consomme pas Internet aussi facilement que lorsqu'on veut aller sur un réseau social juste pour chatter rapidement avec un ami, que lorsqu'on veut regarder une vidéo en streaming sur YouTube. Mais évidemment, il y a certains organes, il y a certaines structures culturelles qui essaient de s'adapter. On va prendre le cas de l'Institut français qui, jusqu'à preuve du contraire, est le grand centre d'impulsion de la culture à Brazzaville. Moi, j'ai observé de bout en bout la programmation de l'Institut français qui, dès qu'il y a eu le Covid, a revu sa politique culturelle, adaptation. Tous les programmes sont en ligne et les gens ne viennent plus. Moi, ce qui, par contre, me dérange un peu, et c'est là où je reviens un peu sur le rôle de l'État, c'est que il faudrait qu'on sente qu'il y a une volonté politique qui aille dans ce sens-là. La difficulté, elle est visible. Hein.
tout le monde aujourd'hui a conscience que les temps sont durs et que l'État n'a pas de baguette magique pour surmonter tous les problèmes. Donc autant l'État a du mal à s'en sortir, autant les artistes, les mécènes ont du mal à s'en sortir, mais il faut qu'on sente cette volonté. Et quand je parle de volonté, à quel niveau moi je l'attends notamment au niveau de cette permission qui devrait être donnée d'ouvrir les lieux culturels. Je vais prendre des exemples assez concrets. On a une salle de cinéma, par exemple, Canal Olympia, que j'ai fréquentée durant le temps où elle était ouverte. Et d'après la remarque que j'ai faite, c'est que Canal Olympia n'était jamais plein à craquer. Donc, par rapport à leur programmation de plusieurs films par jour, il arrivait que parfois vous entrez dans la salle, que vous vous asseyez, vous ayez 3 places de différence avec quelqu'un d'autre. Et donc, je pense qu'une salle comme celle-là, qui est restée fermée jusqu'aujourd'hui, pouvait être ouverte maintenant pour que les gens continuent à regarder du cinéma, parce que Canal Olympia, c'était aussi de l'emploi pour toutes les personnes qui vendaient de quoi grignoter avant de suivre les films, et pour tout le personnel qui y travaillait. Et ça faisait aussi un moment de passe-temps pour les gens et un moment de culture. Mais cette salle est restée fermée pour des raisons, comme toutes les autres salles de cinéma, des raisons qu'on a du mal à saisir. C'est pareil pour les salles de spectacle, mais je me souviens bien qu'on a eu une campagne présidentielle qui a quand même drainé. Les salles de spectacle, d'ailleurs, que nous n'avons pas beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup. Et je me souviens qu'il y a quelques mois, on a eu une campagne présidentielle et les images parlent d'elles-mêmes qui a drainé des myriades de Congolais. Et moi, je ne vois pas en quoi une campagne présidentielle serait moins dangereuse du point de vue de la pandémie qu'une pièce de théâtre jouée dans une salle de 480 personnes. Donc, je crois peut-être qu'on devrait revoir, peut-être pas revoir, mais il faudrait qu'on pose le problème du sens des priorités du gouvernement. Soit la situation des artistes les indiffère, soit on a un sens des priorités qui est presque saugrenu. Donc, il faudrait qu'à ce niveau, il y ait un équilibre. Et qu'on sous d'autres cieux, cette crise, évidemment, a boosté la culture, notamment avec la communication digitale, mais chez nous, on a l'impression que les choses se sont plus arrêtées. Oui, mais comme on l'a dit, c'est parce qu'Internet est un problème. Mais quand j'ai parlé de la question d'ouvrir les lieux, sous d'autres cieux aussi, on a vu que les lieux ont été ouverts plus tôt. Moi, je suis surpris de voir que des pays comme l'Angleterre, comme la France, qui ont eu des milliers de morts, ont commencé petit à petit à ouvrir les lieux culturels. La fête de la musique s'est déroulée chez eux avec beaucoup de monde. Mais qu'au Congo, où on n'a pas plus de 200 morts, quand même, on remarque que tout est encore fermé et on a l'impression qu'on est même plus rigide ici, parfois avec les règles qu'ailleurs. Donc, à un moment, essayons de mettre de l'équilibre pour qu'on essaie d'avancer ensemble. La crise, elle est là, elle est prégnante, mais je crois qu'il y a des concessions qu'on peut faire Il fallait quand même trouver des mesures adaptées pour permettre aux artistes de continuer à œuvrer. Parce qu'il y a des salles qui peuvent avoir 50 personnes, tout en respectant les mesures barrières. Mais ceci explique cela. Moi, j'ai suivi, madame, même pendant, au firmament de la crise, j'ai suivi un spectacle dans un pays que je ne vais pas citer, un spectacle en direct, en live, les gens, c'est-à-dire il faut innover. Et il faut s'adapter à l'environnement. Vous voyez, le problème chez nous, c'est qu'on est encore sur le basique. S'adapter à l'environnement, j'ai suivi un spectacle où quelqu'un arrive avec sa voiture, il gare, il suit le spectacle, depuis sa voiture. J'ai suivi des gens qui visitent les musées, ça veut dire qu'on a refait la configuration des musées où la voiture rentre. On paye. Depuis chez moi, à Brazzaville, j'ai acheté à $10 un spectacle de Frère Patrice et j'ai balancé sur ma télévision depuis chez moi. Donc, le problème ne se pose pas parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, madame. Nous sommes sur le basique, n'est-ce pas? Et on est en train d'abord de se plaindre sur les salles. Autant je suis d'accord pour qu'on relance les salles, que l'on ouvre les salles, ainsi de suite. Autant je suis pour que ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire qu'on aille immédiatement vers autre chose. Et la crise, c'est vraiment l'opportunité il faille saisir. Moi, c'est mon point de vue. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour me plaindre ou non. J'invite les décideurs publics à regarder avec attention le secteur de la culture. Et si ça passe par l'ouverture des salles, il faut qu'on le fasse. Encore qu'il y en a combien au Congo. Donc, il faut qu'on le fasse. Maintenant, cela n'empêche pas que les nouvelles technologies aujourd'hui vous donnent un horizon plus important. Ça veut dire qu'un grand marché, la galerie virtuelle de l'école de peinture de Poto, si elle rentre en ligne immédiatement, ils peuvent vendre sans attendre la présence physique des gens. Donc, l'écosystème culturel doit être révisité
dans son Mais pour ensemble. mettre, c'est beau ce que vous êtes en train de dire, pour le mettre en œuvre, il faut évidemment les moyens que les artistes n'ont pas forcément. Mais c'est ce que je dis, madame. En ce moment-là, il faut identifier les parties prenantes et distribuer les rôles des uns des autres. N'est-ce pas? L'État a son rôle en termes de formulation des politiques et en termes d'amélioration de l'environnement, n'est-ce pas? Mais aussi parfois parce que n'oublions pas que la culture, c'est un domaine de souveraineté. Ça veut dire que l'artiste, avant d'avoir une valeur marchande, a d'abord une valeur identitaire pour défendre un pays. Ça veut dire que l'État a l'obligation d'accompagner ce secteur. Financièrement, bien sûr. Voilà, c'est peut-être ça qu'il fallait qu'on dise déjà. Financièrement, il faut créer des mécanismes, n'est-ce pas, qui feraient en sorte que ces artistes ou ces créateurs et même les entrepreneurs aient les moyens de leur politique. Et ceci passe par là, parce que la culture, c'est un secteur à risque, à très haut risque, n'est-ce pas, qui ne garantit pas le succès, n'est-ce pas, de la commercialisation d'un produit quelconque. Et ça, sous d'autres cieux, on a créé des fonds de garantie par-ci, on a créé des fonds de soutien par-là, et ça peut exister. Au Congo, on a un fonds qu'on appelle le FONADEC. Mais malheureusement, qui est resté encore en hibernation parce que la source de financement du FONADEC, c'est quoi? C'est les spectacles. Mais il y a quand même des spectacles au Congo pour que on alimente ce fonds. C'est l'État, mais l'État a plusieurs priorités et la culture n'est pas encore au centre des priorités de notre pays. La réalité, elle est là. Il faudra que nous changeons notre perception de la culture. Si la perception que chacun de nous se fait de la culture, c'est une perception folklorique, ça veut dire qu'on n'a pas une vision pour l'avenir de ce secteur. Mais alors que la culture contribue aujourd'hui à la création d'emplois pour certains pays plus que d'autres secteurs, même plus loin que l'automobile aujourd'hui. Donc, on a les moyens et l'environnement est là, perméable, et pour que l'économie et la culture se mettent en marche dans notre pays, parce que le potentiel est là. Les créateurs, nous en avons. Dans tous les secteurs, il y en a. Il suffit de les organiser, c'est ce qu'il a dit. C'est question d'organisation. Voilà. Et qui doit organiser? C'est le pouvoir public. Le ministère de la Culture notamment. Et moi, entre autres, si j'attends aussi beaucoup de l'État, c'est parce que, un peu comme tout le monde, hein, j'ai observé la campagne qui a eu lieu. Il y a un nouveau mandat qui commence dans le pays et j'ai pu lire le projet de société du président élu. Il y a un axe qui est réservé à la culture, c'est l'axe 7, redynamisation de la vie culturelle nationale. Donc il y a des points sur cet axe-là qui concernent l'éducation, donc la création des écoles, des infrastructures, la manière dont les artistes vont être rodés, et aussi une réforme juridique sur les textes en vigueur qui régissent la vie. Donc moi, je vais être très scrutateur, avoir un œil qui va vraiment regarder, observer de très près l'action de l'État au cours du mandat actuel, même s'ils ne réalisent pas dans l'instant toutes leurs promesses, mais voilà, qu'au moins on sente qu'il y a une impulsion, parce que dans tous les cas, l'État c'est une continuité, on ne pourra jamais tout finir en un mandat, mais que si ce qu'on inscrit dans un projet de société et qu'on présente comme une priorité peut déjà être impulsé, c'est déjà pas mal. Le fait de voir que la culture a été prise en compte, cela vous rassure en tant que culturel? En tant que culturel, oui et non. Oui, parce que il y a de quoi espérer. On se dit oui, on va enfin les regarder avec des lunettes et se dire vous avez promis ceci, donc si ça ne se fait pas, voilà. Mais non, parce que j'émets souvent des réserves avec les déclarations des politiques. Pas comme le dit le cliché, pas comme le dit le cliché parce qu'il mente tout le temps, mais parce que j'ai bien conscience que la vie de l'État est liée à plusieurs réalités que les profanes de la politique ne comprennent pas toujours. C'est-à-dire que il y a ce qu'on projette de faire et il y a ce qu'on fait réellement, et ça tient compte d'un certain nombre de moyens, de circonstances, de contingences que seuls les administrateurs publics comprennent réellement. Donc on peut faire des promesses et après avoir les mains liées, ne pas être capable de les tenir. Et donc ayant conscience de ça, je n'ai pas la naïveté de penser que toutes les promesses vont être tenues, mais une fois encore, moi j'en appelle à une conscience politique qui s'appuie sur la volonté. Il faut qu'on sente qu'on veut. Au moins cette volonté rassure sur les intentions de ceux qui nous dirigent. Une volonté d'accompagner les artistes dans leur oui, les artistes, tout comme pour toutes les autres affaires du pays, parce qu'on l'a dit, si on n'a pas de bonne connexion Internet, donc si au niveau du ministère du numérique et des antiques, le travail n'est pas bien fait, la culture prend un coup. Si au niveau de l'économie, le travail n'est pas bien fait, déjà notre indice de développement humain n'évolue pas. Et donc, on n'aura pas de Congolais avec un pouvoir d'achat pour acheter des livres ou des œuvres d'art. Donc, tout se tient dans un pays. En fait, il n'y a pas de secteur à part. Voilà. Oui, mais il vient de le dire.
j'ai parlé d'opportunités. Vous savez, nous sommes dans la pandémie et on réalise les élections, comme il le dit, avec un projet de société porté par le président Denis Sassou Nguesso et qui met en priorité la culture. C'est une grande première, il faut le dire. Déjà, il faut le féliciter. Mais comme il a dit, le problème, c'est dans l'application des discours. Je vous en prie, il faut d'abord féliciter ça. Parce que ça n'a jamais été le cas. Quand on a scruté, la culture était un peu comme biaisée, un peu comme... Bon, enfin, il n'y avait pas une vision un peu plus claire. Aujourd'hui, il y a tout un axe consacré à ça. Et qui passe presque au peigne fin tous les problèmes que je venais d'évoquer ici. Depuis la révisitation des programmes scolaires, notamment en insérant les programmes relatifs à la culture, et l'environnement juridique, la formation des formateurs, n'est-ce pas, avec le partenariat public-privé, la construction des infrastructures, notamment les maisons de la culture un peu partout dans le pays, la construction des bibliothèques, la prise en compte de la dimension mémorielle, notamment avec la construction des musées et puis l'accès des langues. C'est une ambition. Ça, c'est une grande ambition. Maintenant, c'est comme il a dit, c'est passer à l'acte. Mais, vous savez, il faut avoir planté le décor. Maintenant, le reste, c'est question de volonté politique, comme il a dit. Mais ce que nous devons faire, c'est d'abord saluer cette initiative, c'est d'avoir inscrit la culture comme une priorité à part entière. Et quand j'ai suivi le Premier ministre à l'Assemblée lors de la présentation du programme, de son programme de gouvernance, il y a la culture qui revient. C'est pour dire que culture créatrice. Politiquement, n'est-ce pas, il y a déjà cette volonté d'aller l'avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend des acteurs quand même, une certaine organisation, pour que nous constituions ce que l'on appelle la veille stratégique. De sorte que on attire l'attention des politiques. Voici ce que vous nous avez promis, n'est-ce pas? Et à l'instant T+1 ou à l'instant T+2, on en est où? Il a dit, on ne peut pas tout faire. Mais au moins qu'on commence quelque part. Et pour que la construction d'un pays, c'est un chantier qui ne se termine jamais. Donc, on a commencé, il y a d'autres qui viendraient peut-être pour continuer. Mais non, pour l'instant, je me réjouis du fait que on ait déjà planté le décor avec cet axe de redynamisation de l'action culturelle. Et ça ramène le débat, comme je l'ai dit ici, pour une refondation de la culture. On parle bien de la redynamisation. Ça veut dire que c'est aller en profondeur des choses et le décor et les infrastructures. Mais il reste à savoir aussi quels sont les moyens qui seront mobilisés pour mettre en application. C'est un programme de société. Ce programme. Mais c'est un programme de société, madame. On ne peut pas étaler comme ça des intentions. Et si on n'a pas encore fait l'inventaire des différentes niches, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez conscience que les artistes congolais notamment se plaignent que l'État ne s'occupe pas bien de vous? Vous avez conscience en tant qu'opérateur culturel? Alors, on est face à un fait accompli. On va pas refaire l'histoire. Le Congo a déjà les années qu'il a. La réalité, c'est qu'on est face à une situation qui est préoccupante pour les artistes. Mais comme on ne peut pas refaire l'histoire, il faudra du temps et de la patience pour que nous commencions à voir les fruits justement de cette redynamisation culturelle. Les choses vont pas se faire du tic au tac. Parce que tout ce qui est évoqué justement dans ce projet de société, si ça se fait, ça arrivera, mais après beaucoup d'années. Donc pour l'instant, on est face à un fait accompli et il faudrait qu'on fasse tous preuve de résilience. Et la résilience ne suppose pas que supporter. C'est aussi essayer de trouver des solutions à notre niveau, pour qu'on se batte en attendant que cette Mais la solution, vous, en tant qu'artiste, vous produisez les œuvres artistiques. Bon, moi, à titre personnel, puisque je suis dans la littérature, à titre personnel, du point de vue strictement littéraire, je n'attends pas grand-chose de l'État. Parce que je sais que pour qu'il y ait un vrai marché du livre, il faut des maisons d'édition qui soient puissantes, qui aient une vraie politique de diffusion de livres. Et la majorité des éditeurs que nous avons, pour ne pas dire tous ici, font du compte d'auteur. Et donc ça ne fait pas vivre les auteurs. Mais c'est pas qu'un problème qui est propre au Congo. Vous retrouvez ça partout en Afrique. C'est pourquoi tous les plus grands écrivains africains sont tous publiés en France, parce que la France est le grand foyer de l'édition francophone. Et donc ça c'est un problème qui est assez global. À ce niveau, l'intervention de l'État serait peut-être de travailler sur l'économie. Parce que si on a des citoyens qui ont un pouvoir d'achat fort, on aura des mécènes puissants et donc des entrepreneurs dans le monde de l'édition
qui pourront nous donner des éditions avec les moyens qu'il faut. Mais tant que du point de vue de l'indice du développement humain, les choses n'avanceront pas, l'édition ne marchera pas non plus et les écrivains seront toujours affectés. Je vous repose cette question. Les artistes disent que l'État, en clair, les néglige en tant qu'artiste. Je ne suis pas artiste. J'ai une double posture. À la fois, je suis dans le public, mais aussi je suis dans le privé. Donc, les cris des artistes, je les maîtrise. Enfin, pas les maîtriser comme tels, mais je les comprends. Je comprends les cris des artistes. Mais autant, l'État a aussi certaines priorités, n'est-ce pas, du point de vue de la programmation gouvernementale, que la place de la culture n'est pas ce qu'elle mérite aujourd'hui. Donc, tout ceci, ça s'explique. Ça s'explique. Maintenant, que faire? On a déjà, ici, développé et sur le que faire. Pour ne prendre que la chaîne du livre. Si vous voyez toute la chaîne de valeur du livre, avant de parler, enfin, c'est lié, quoi. On ne peut pas parler du marché sans production des livres. On ne peut pas parler de la production des livres sans les auteurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, combien de gens achèteraient des livres au Congo? Ils viennent de le dire. Mais l'État peut, par des mécanismes appropriés, booster le marché du livre. Par quoi? Je reviens encore par la commande publique. Ça veut dire que si on a choisi un ou deux auteurs les meilleurs à travers un critérium bien défini, ainsi de suite, on décide que cette œuvre-là soit au programme scolaire, par exemple. Donc, on aura, vous avez combien d'élèves au Congo? Combien de millions d'élèves au Congo? Ça veut dire qu'on aura, ne fût-ce que pour cet auteur-là, on lui aurait créé un marché. Ça, c'est des mécanismes adaptatifs qui peuvent être secteur par secteur, secteur par secteur, secteur par secteur, qu'on peut, en articulation avec d'autres secteurs ministériels, par exemple, la culture, l'éducation, culture et santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça se vit. Mais aujourd'hui, le monde entier est en train d'étudier les mécanismes de relance de l'économie après la Covid. Mais il ne faudra pas que la culture soit laissée pour compte. Ça veut dire que la réflexion doit être à ce niveau. On doit relancer l'économie congolaise, que nous soyons capables de revendiquer ce que la culture rapporte à l'économie congolaise, de sorte que lorsqu'on doit faire les arbitrages en termes d'affectation des moyens financiers dans le secteur, dans les différents secteurs, qu'on n'oublie pas. Vous avez vu, on a créé le Lisungi, par exemple, ici. C'est un mécanisme qui accompagnait tout le monde. Au Gabon aussi, on en a créé. Mais pas les artistes. Et qui a raison de plus. Ça veut dire que le problème reste entier. Pourquoi on peut accompagner tout le monde, sauf les artistes? C'est pour dire certainement qu'il y a un problème. Pour moi, un prospectiviste, c'est qu'il y a un problème. Et voilà, il faut se remettre en cause. Pourquoi on peut accompagner tous les secteurs, distribuer, faire la rétribution dans tous les secteurs, sauf dans le nôtre? Il y a un problème. En ce moment-là, il faut identifier le nœud du problème. C'est lequel? Et quand on aura identifié, pour ne pas que demain on revive les mêmes choses. N'est-ce pas? Donc, ça invite à une certaine organisation. Ça a une certaine structuration aussi de nous différentes. Ailleurs, c'est la société civile qui est la plus forte, n'est-ce pas? Qui fait bouger les lignes. Même en Europe, les intermittents de scène peuvent mettre à terre l'économie française. Donc, c'est parce qu'ils sont organisés. Moi, j'invite donc à une certaine structuration de la société civile culturelle congolaise, de sorte que nous soyons une force de proposition. À la fois de revendication, mais plus de proposition. Parce que souvent, on nous dit, les culturels, ils sont toujours revendicateurs, ainsi tout. Mais ils revendiquent aussi en fonction de leur situation sociale aussi, ces artistes. Il y a aussi une réalité qu'on n'évoque pas souvent. C'est que, il n'y a pas un pays au monde où tous les artistes sont à l'aise. Il n'y en a pas un. Pour la simple raison que l'art, c'est un peu comme dans le football. Il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. C'est-à-dire que beaucoup font de l'art, mais très peu réussissent à arriver au sommet. Dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, en France, un peu partout. Et donc, ça fait que dans des pays comme le Congo, où déjà, c'est dit par tout le monde, même par ceux qui ne maîtrisent rien au vrai dossier, que le ministère de la Culture ne soutient pas les artistes, n'accompagne pas, même les artistes qui ne font pas suffisamment d'efforts, qui ne travaillent pas assez, prendront ça comme alibi pour justifier leur échec. Donc ça aussi, c'est une réalité qu'il faut comprendre. Donc, les artistes eux-mêmes aussi, ils ont une part de responsabilité. Oui, mais évidemment, déjà, quand on fait de l'art, il faut être travailleur, parce que le marché est très concurrentiel. Moi, je vais revenir, pour ne pas m'étendre longtemps, je vais m'apaisantir sur la littérature. Il y a un critique littéraire, Noël Kodjaramata, qui est aussi universitaire, qui a écrit un dictionnaire analytique de la littérature congolaise. Et c'est un répertoire, en fait, comme un abécédaire, des écrivains congolais qui sont encore en vie et qui écrivent.
que ce soit ceux de la diaspora et d'ici. Nous sommes 700 au total. 700 Congolais qui écrivent. Et vous imaginez si le ministère de la Culture devait s'occuper des 700 cas. Nous sommes 700, mais combien sont réellement au top, dont on parle? Parce que quand dans le monde on parlera des auteurs congolais, donc diaspora mais et ici, justement, on va terminer, on est presque à la ouais. fin de l'émission. Le rayonnement aujourd'hui se pose aussi le problème du rayonnement de la culture congolaise sur la scène internationale et sur la scène africaine. Hier, on a parlé des grands noms de la littérature, des grands noms de la musique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Rapidement. Oui, mais autant le problème se situera au niveau de l'État, ça on a longtemps épilogué dessus. Autant le problème se situe aussi au niveau des artistes eux-mêmes. Parce que pour rayonner sur le plan international... C'est la qualité des œuvres qui pose problème? Il y a la qualité, mais il y a aussi de la chance. Il faut quand même le dire. On peut faire des œuvres qui ont de la qualité. On peut même avoir un bon carnet d'adresses. Mais si voilà, les circonstances ne nous sont pas favorables, on n'avancera pas. Il y a des artistes qui sont devenus célèbres après leur mort. Il y en a qui ne le sont jamais devenus. Donc, il faut aussi qu'on comprenne que être artiste, c'est un métier à risque. Que la réussite n'est pas garantie. Et que parfois, il ne faut pas toujours qu'on trouve des boucs émissaires lorsque ça ne marche pas. Voilà, Uganda a la même question, le rayonnement de la culture congolaise. Je reviens d'abord, avant sur le rayonnement, je voulais repréciser une chose, c'est-à-dire que nous soyons capables de structurer nos revendications. Qu'est-ce qu'on revendique à l'État? Parce que généralement, on ne sait même pas quoi revendiquer à l'État. Tous les secteurs sont pareils. Prenez le secteur des avocats, le barreau. C'est un métier libéral, comme dans le secteur de la culture, n'est-ce pas? Les architectes aussi, c'est un métier libéral comme dans le secteur de la culture. Mais au moins, ils savent que s'il n'y a pas un palais de justice quelque part, ils ne peuvent pas plaider. Donc, il faut structurer ou même stratifier nos revendications. De sorte que on donne déjà les indications à travers nos revendications à l'État et pour que l'État dise, on peut commencer par ça. L'État ne doit pas distribuer l'argent. Mais écoutez, dans la mesure où le secteur reste à la base même informel, qui est artiste qui ne l'est pas? Et si l'État doit distribuer à chaque artiste ça ne se fera jamais comme ça. Ça veut dire qu'il faudra structurer nos revendications. Maintenant, au sujet du rayonnement, je n'ai pas une vision assez globale. Je ne veux pas globalement apprécier des choses. Parce qu'il y en a qui réussissent. Le rayonnement, on a Alain Mavakou quand même. C'est l'un des meilleurs de notre pays à l'extérieur. Il y a Dieudonné aujourd'hui à peine qui vient. Il y a Ngouna qui vient de gagner, à peine, ça fait quelques jours qu'il vient de gagner un prix. Ouais. Voilà, vous avez cité 2 noms, mais alors qu'à l'époque, il y avait plusieurs noms dans la littérature congolaise. Autre temps, autre mœurs, je suis critique littéraire et je peux vous dire que il y a aussi la qualité des œuvres. Hein. Croyez-moi, la génération du XXe siècle écrivait bien mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus d'auteurs et moins de bons livres. Donc, voilà. je voulais chuter en disant que le rayonnement, pour qu'on aille, quand vous parlez de rayonnement, c'est au plan international. Mais pour aller sur le marché international, il y a des... Même au niveau de la musique, pour revenir à la musique, très peu d'artistes congolais sont consommés à l'extérieur du pays. Mais il y a des contraintes. Il y a des contraintes à la base. Qui les distribue? Qui les distribue? Les époques ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Et puis hier, nous avions des majors qui descendaient jusqu'en Afrique, jusqu'au Congo, pour puiser et puis promouvoir. Mais l'économie de la musique est en train de changer totalement. Hier, on était sur le disque physique. Aujourd'hui, on devait sur le streaming. Il faudra que nos artistes s'adaptent à ça. Mais si on va sur le streaming, hier, avec le disque physique, la piraterie était là, à la porte. Et aujourd'hui, avec le streaming, si on n'est pas formé pour ça, c'est encore un saut dans la mer. Voilà. Donc, c'est des questions, je les prends de manière globale. Si on veut rayonner, si c'est ça l'orientation stratégique, qu'est-ce qu'on fait? On se donne les moyens pour atteindre. Merci Uganda, opérateur culturel. Merci à vous également, Emeraude Kouka, écrivain et critique littéraire. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. On se retrouve lundi à 9h pour un nouveau Plateau Talk. Au revoir.